Le Togo s'achemine inexorablement vers le processus vers la décentralisation. Le processus est enclenché. Le moins qu'on peut dire, c'est que les dés sont jetés. Cette année 2019, à en croire le gouvernement, doit être l'année des élections locales. On a même appris au cours de l'avant-dernier Conseil des ministres que le gouvernement a même entamé la sensibilisation. Alors, où en est-on? Que reste-t-il à faire? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? C'est toutes ces questions qu'on va poser ce soir à notre invité, Irénée Nissao Napo, expert en ingénierie de développement local. Monsieur Napo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère et ami. Merci d'accepter notre invitation. C'est tout un plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. D'accord. Alors, vous savez que le Togo a connu ces dernières élections locales, ça fait belle lurette. Aujourd'hui, quand on parle à nouveau d'élections locales, est-ce que vous vous dites il était enfin temps qu'on y arrive? Et vous savez, les dernières élections locales datent des années 1987. J'avais voté à cette élection. Oui. À l'époque, si je ne me trompe, je devrais avoir 27 ou 28 ans. Bon, donc j'ai eu à participer. Oui. Contrairement à un bon nombre de Togolais qui n'ont pas eu cette opportunité. Donc ça serait une opportunité pour eux de prendre part à une élection locale. Oui. Cependant, la question que l'on doit se poser est de savoir est-ce que les élections locales constituent une préoccupation des acteurs politiques de ce pays. Pourquoi je le dis? Parce que depuis 1997, comme je le disais tantôt, ça fait aujourd'hui au moins 31 ans, sans dire 32. Alors, dans toutes les négociations qu'ont menées les acteurs politiques de ce pays, vous ne verrez jamais à un point inscrit de l'ordre du jour de leurs négociations l'organisation des élections locales. Alors, l'on se demande comment est-ce qu'on peut vouloir dire nous aimons un peuple, nous voulons donner le bien vivre à ce peuple sans vouloir aller en négociation en matière d'élections locales, tout en sachant que on ne peut pas parler de développement sans aller vers le développement à la base, c'est-à-dire le développement local. Alors, d'un côté, les acteurs politiques qui devraient mener ce combat ne le font pas, ne le mènent pas. De l'autre côté, le pouvoir qui devrait booster cette élection locale également ne booste pas cette élection locale. Et pour cause, vous le comprendrez, l'un des enjeux majeurs des élections locales, c'est que lorsque on perd la base, on perd le sommet. À partir de cet instant, c'est ce que nous, en matière de décentralisation, nous appelons les enjeux cachés de la décentralisation des élections locales. Alors, les effets d'annonce, on en a connu depuis longtemps. Plusieurs textes, plusieurs lois ont été votées au Parlement. Nous avons de beaux textes, de belles lois qui ont été votées. Je peux vous faire toute une chronologie de cette élection et de ces dates et de ces lois, leur évolution. La dernière en date en 2018, une loi portant décentralisation et puis liberté locale. Alors, plusieurs lois. Or, une élection, comment est-ce que ça doit se passer pour que le citoyen se retrouve? L'élu local étant l'émanation d'une élection locale dont le citoyen se reconnaît à travers cet élu qu'il peut sanctionner 5 ans après ou reconduire 5 ans après. Si on n'organise pas les élections locales, comment le citoyen peut se reconnaître? Donc, pour me reprendre, je vous disais tantôt, oui, pour nous, on se dit, est-ce encore des effets d'annonce ou enfin cette fois sera la bonne, tout en sachant que
je venais de relever ce que nous appelons les enjeux cachés des élections locales. Donc voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit craindre la perte de la base, clairement, c'est le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui détient le sommet. Est-ce que vous pensez que ça risque encore d'être simple effet d'annonce? Et tout de suite, en me prononçant, en disant si quelqu'un devrait perdre le pouvoir, c'est par rapport à la base. Moi, je n'ai fait que relever en matière de décentralisation, je peux vous citer au moins une dizaine d'enjeux. Hein? Tout en sachant que lorsqu'on dit un enjeu, c'est quoi? C'est ce qu'on peut gagner ou perdre à l'instant T de la négociation. À partir de cet instant-là, alors dire, oui, on organise les élections locales, le pouvoir peut perdre le sommet, c'est trop aller en besoin. Parce que le camp d'en face, il y a deux camps. Le camp d'en face, et rien n'est également sûr, puisqu'après tout, c'est le candidat qu'on positionne qui fait foi et qui donne force. Et rien n'est sûr que le camp d'en face peut avoir des candidats potentiellement représentatifs pour remporter. Mais seulement, je dis, une fois qu'on perd la base, on perd le sommet. Le cas de la Côte d'Ivoire est là. Donc voilà. Alors maintenant, au niveau de la classe politique en général, et vous l'avez bien rappelé, surtout de l'opposition, on n'a jamais vu dans les revendications, on veut des élections locales. Est-ce que ça veut dire qu'on ne cerne pas les enjeux? Et vous savez, une fois au cours d'une émission au niveau de la chaîne Radio Zéphyr, je disais ceci. Le fauteuil présidentiel, il n'y a qu'un seul fauteuil. Donc ça voudrait dire une seule place. Ce n'est pas un banc comme on rentre dans une église et puis tout de suite vous pouvez pousser que je vienne m'asseoir à côté. À partir de cet instant, l'enjeu devient un enjeu qu'on préserve. Alors, c'est à vous de voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour avoir demain cette magistrature si effectivement c'est une préoccupation. Alors, moi, en tant que technicien dans le domaine de la décentralisation, je sais et je me dis, plus on est organisé à la base, plus on a la possibilité de verrouiller les élections, quel que soit le type d'élection, qu'elle soit locale, qu'elle soit législative ou qu'elle soit présidentielle. Alors, la classe politique togolaise ou les classes politiques togolaises, quitte à elles de s'organiser et de savoir si oui, nous mettons les élections locales au prime de nos négociations, cela nous donne la possibilité demain d'atteindre les objectifs que préalablement nous nous sommes fixés. Donc c'est à eux, dans leur état-major, de savoir s'organiser et de savoir où ils vont et avec quels moyens ils peuvent atteindre là où ils vont. Alors maintenant, si on en vient maintenant sur un plan strictement législatif, est-ce que vous pensez que les tests dont le Togo s'est doté en la matière sont bons? Et vous savez, la décentralisation est un processus. Alors dire que les textes sont bons voudrait dire on s'arrête là et qu'on ne cherche plus à modifier. Quand vous prenez la décentralisation en France, où je m'y connais beaucoup, et c'est dans les années 1789. La Révolution. Oui. La Révolution, c'est 1889. Oui. Alors, donc en 1789. 100 ans avant. Voilà. Donc par rapport à là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 44 000 communes. La loi a évolué jusqu'en 2015 et on est arrivé à 36 000 communes. On a réduit. On a réduit. Donc c'est un processus. Au fur et à mesure qu'on avance, on réadapte par rapport au contexte.
Donc les lois s'adaptent par rapport au contexte, on réajuste par rapport au contexte. Alors actuellement, quand vous prenez la dernière loi au niveau du Togo, la loi de 2018, alors cette loi, tout comme les autres lois, donne 3 niveaux de décentralisation. Le niveau 1 qui est le niveau communal, le niveau 2 qui est le niveau préfectoral et le niveau 3 qui est le niveau régional. Mais quand vous revenez vers la feuille de route de la décentralisation, donc il y a eu un atelier à l'hôtel Sarakawa il y a de cela 2 ans. Quand vous revenez sur cette feuille de route et le conseil des ministres, le dernier conseil des ministres, vous vous rendez compte que les 2 autres niveaux n'existent plus. Oui, le préfectoral et le régional. Préfectoral et les régionales, ça n'existe plus. À partir de cet instant-là, ça voudrait dire qu'il y a problème. Oui. La loi et le code électoral, logiquement, doivent être revus pour être au même niveau. Oui. Alors, est-ce que c'est la loi qui prime ou est-ce que c'est la feuille de route qui prime? Alors, qu'est-ce qu'on fait des 2 autres niveaux? Puisque si on prend un cas spécifique, je prends le cas de Bassar. Oui. La commune de Bassar était le territoire communal qui devrait servir de la gestion participative locale pour les conseillers municipaux. Mais vous prenez ce qu'on appelle la périphérie, les cantons comme Kabo, Dimori, Bangeli, constituaient le 2e niveau qui est le niveau préfectoral, dont devraient être issus les conseillers préfectoraux. Et c'est au sein de cette entité, au niveau des cantons périphériques, que sortiraient également les conseillers régionaux, parce que Bassar étant une préfecture, elle fait partie de la région de la Kara, qui est une région dont il devrait avoir les conseillers régionaux. Voilà un premier exemple type. Voilà maintenant, la préfecture de Bassar est subdivisée en communes. Oui. Ça voudrait dire, il y a la commune de Bassar, il y a la commune de Kabou, il y a la commune de Bangeli. Or, Kabou et Bangeli constitueraient le niveau 2 de la décentralisation. Donc, ça voudrait dire, à un moment donné, il faudrait harmoniser, avoir le même niveau. On va où? Est-ce qu'on va vers cette restructuration à un seul niveau de décentralisation? Ou on va revoir la feuille de route pour l'adapter au code électoral et à la loi portant décentralisation. Est-ce que ça veut dire clairement que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement quel type de décentralisation on est en train de vouloir adopter? Je suis tout à fait d'accord. À partir de l'instant où on dit on a 117 communes. La dernière feuille de route avec le Conseil des ministres qui a ajouté la commune de Siou, on a 117 communes. À partir de cet instant où on a 117 communes, alors où se trouve le nombre des conseillers préfectoraux? Est-ce que le nombre de conseillers préfectoraux, les préfectures n'existent plus ou bien elles existent? C'est pour cela que je dis en tant que technicien, il y a problème. Seul le législatif et l'exécutif sont à même de nous éclaircir, peut-être à travers vos débats, quand on a commencé, peut-être ça pouvait être un aspect qui les échappait, ou bien ils savent où ils vont. Et c'est plutôt nous, les techniciens en décentralisation, qui quelque part, peut-être, ne perçoivent pas où on va. Alors, vous l'avez rappelé, par exemple, dans le cas de la France, on est parti de 44 000 communes, oui. On est à 35 000. À 36 000 actuellement. Le Togo, on a 117 communes. Oui. Je pense, si j'ai bonne mémoire, le Bénin en a 77. Oui. Le Bénin fait 2 fois le Togo. Est-ce qu'on n'en a pas trop? Est-ce que pour le début, ce n'est pas trop? Vous savez, c'est ce que je disais. D'abord, pour répondre à votre question,
il faut aller, quels sont les critères qui permettent de faire un découpage territorial. Si on part sur le principe de critères, vous comprendrez si c'est trop ou si ce n'est pas trop. Les critères, l'un des critères, il y a le critère historique. Le critère historique fait appel à vos mœurs, traditions, coutumes et cultures. Il y a le critère géographique. Le critère géographique fait appel au territoire. Et il y a maintenant le critère démographique. Le critère démographique fait appel à la population ou aux populations. Les trois entités permettent d'aller à un découpage sans oublier le quatrième principe, qui est le principe qui s'appuie sur la volonté politique. L'acteur politique crée son découpage au vu et aux intérêts des objectifs qu'il poursuit. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça qui prime finalement? Et je ne saurais apprécier. Je ne fais que faire une analyse. Alors, c'est d'où naît le rôle des acteurs qui accompagnent un processus de décentralisation. Vous allez voir, par exemple, vous prenez un territoire A, où il y a une communauté qui est venue s'installer dans ce territoire A, qui partage les mêmes mœurs, les mêmes traditions, le potentiel démographique est là. Ça voudrait dire un espace viable. Mais le territoire n'est pas leur territoire. Qu'est-ce qu'il faut? Faut-il ériger ce territoire A en commune ou pas? Alors, le rôle des agents de développement, des experts en développement, leur rôle, c'est d'accompagner ce processus. Parce que ça suscite ce qu'on appelle des conflits en interne. Et en permanence, il faut toujours accompagner pour qu'il n'y ait pas de ces conflits-là. Donc, 117, comme je vous le disais, c'était 116 au départ. Alors, 117e commune est venue voir le jour un jour. Hein, si vous me permettez cette tautologie. Alors, ça vient maintenant sur le quatrième principe, qui est le principe de la volonté politique. Alors, les autorités togolaises également ont voulu, et si on en croit le ministre de la décentralisation, l'administration territoriale, une communalisation intégrale. C'est l'idéal pour vous? La communalisation intégrale, vous m'excusez, ce sont des mots. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quel est le contenu? Parce qu'il faut connaître le contenu, qu'est-ce qu'on met. Parce que le rôle de la décentralisation, vous savez, on a deux formes de décentralisation. Il y a la décentralisation, transfert de compétences avec autonomie de gestion au niveau des collectivités locales, territoriales, et la décentralisation fonctionnelle qui constitue la décentralisation en termes de services. Si vous prenez l'exemple du ministère des enseignements primaires et secondaires, vous avez les directions régionales qu'ils appellent les DRE, les directions régionales de l'éducation. Ces directions régionales de l'éducation constituent une forme de décentralisation que le ministre qui est à Lomé confère aux directeurs régionaux des 5 régions administratives qui jouent presque le rôle de monsieur le ministre au niveau régional avec une certaine autonomie juridique, morale. Ces directeurs centraux constituent des personnalités juridiques morales et de droit public. Ils représentent monsieur le ministre au niveau régional. Ça, c'est une forme de décentralisation. Alors, les deux ont quoi en commun? C'est la personnalité morale. À partir de cet instant, quand on dit une décentralisation
on va communaliser. Mais oui, qu'est-ce qu'on met comme contenu? Au niveau des transferts de compétences, l'autonomie financière, elle est là ou pas? Pour une commune qui n'a pas de ressources, comment doit vivre cette commune-là? Est-ce que c'est l'État qui va continuer toujours par appuyer à 100% ces communes? Comment doivent fonctionner ces communes-là? À partir de cet instant-là, est-ce que ces communes qui attendent de l'État un jour ne vont pas s'effacer? Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est une problématique qu'on pose. Alors, c'est vrai, la dernière fois, il y a eu, au niveau du Conseil des ministres, ils ont parlé de comment construire les infrastructures. Et nous donnions l'exemple. Et le commissariat central à Lomé, à moins que nous nous trompons... Dans un bâtiment en location. C'est dans un bâtiment en location. Oui. Alors, s'il faut attendre construire avant d'organiser les élections locales, jusqu'à quand nous pouvons engranger les ressources dans le domaine des coopérations décentralisées? Tenez-vous bien, depuis que on a arrêté d'avoir les élus locaux, au niveau du Togo, nous ne bénéficions pas des appuis qu'il fallait en termes de coopération décentralisée. Il y a eu un programme 2006-2008 de plus de 88 000 euros, 86 euros de la région Poitou-Charentes, de Sèvres, les 14 communes de la région Poitou-Charentes au nord de la France. Oui. Et cette région est en jumelage avec ces 14 autres communes au niveau du Togo. Ce fonds a été mis à la disposition des 14 communes. Mais ils n'ont pas pu engranger. Beaucoup de communes n'étaient même pas au courant qu'il y avait cette possibilité. Moi, j'ai de la documentation parce que j'étais retourné en France, dans mon université, et à chaque fois, je ne cessais de déranger les professeurs. Pourquoi on ne veut pas développer au niveau de la région Rhône-Alpes des coopérations pour le Togo? Et ils m'ont sorti cette documentation. Je peux vous la présenter dès demain si vous le voulez. Donc, vous voyez, il faudrait qu'on aille aux élus locaux, aux élections locales, pour que le pays puisse bénéficier de ces aides des coopérations décentralisées, pour donner effectivement une autonomie. Ça va même créer une certaine concurrence entre les communes. Oui, oui. C'est ça qui booste le développement. C'est ça qui booste le développement. Alors, pourquoi il y a eu la décentralisation dans nos États? Parce qu'à un moment donné, nos États, surtout francophones, au sud du Sahara, n'étaient plus capables d'offrir des services sociaux à ces populations. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut sortir de l'état providentiel pour maintenant penser à une autre forme de gestion de la cité. Qu'est-ce qu'il fallait? Alors, et c'est là où a commencé par penser. Les décideurs ont commencé par penser et cette affaire de décentralisation est arrivée. Elle est arrivée dans d'autres pays parce que beaucoup de pays, si je prends le Mali, je prends le Sénégal, je prends la Côte d'Ivoire, on prend le Bénin, ils sont allés à plusieurs fois aux élections locales. Mais si nous prenons le cas de notre pays, nous ne sommes pas encore allés aux élections locales. À partir de cet instant, pourquoi depuis un temps on revient sur ça? Il y a les facteurs externes qui sont importants. Parce qu'au niveau local, facteurs internes, les acteurs internes ne s'y intéressent pas totalement. Il y a les facteurs externes. Et quels sont ces facteurs externes? C'est la pression des bailleurs, la pression des partenaires. Vous n'êtes pas sans savoir entre-temps, l'ambassadeur des États-Unis, dans ses discours, ne faisait que revenir sur ces élections locales. Et surtout l'ambassade d'Allemagne. L'ambassade d'Allemagne. Donc il y a ces facteurs
au niveau externe qui constituent des pressions sur les gouvernants, pas au Togo seul, sur les gouvernants, organiser les élections, nos aides seront liées par rapport à. Mais au niveau interne, il y a logiquement la pression de la société civile. Il y a la pression des acteurs politiques et il y a maintenant la volonté politique pour qu'il y ait élection locale. Donc, il est intéressant que vous sachiez tous ces différents aspects pour vous retrouver dans ce qu'on appelle un processus de décentralisation. Alors, Monsieur Napo, rapidement, il nous reste 1 minute. En un mot, est-ce que vous pensez quand même, parce que moi je vous écoute et personnellement je découvre beaucoup de nouvelles réalités, est-ce que vous pensez que la sensibilisation, l'information est suffisamment apportée aux populations là-dessus? Et je dirais en tant que spécialiste de la décentralisation que non. Vous les journalistes, en principe, vous devrez avoir des programmes de renforcement de vos compétences dans le domaine de la décentralisation. Vous savez, on peut passer tout un mois à vous donner les modules sur la décentralisation, on ne finira pas. Les 30 jours ne vont pas suffire. Moi, j'ai soutenu sur le renforcement des compétences des acteurs impliqués concernés par un processus de décentralisation. Mais j'ai ressorti plus de 29 thèmes. 29 thèmes. Et chaque thème constitue un fondamental pour renforcer les acteurs qui sont impliqués. Mais ce qui est aussi très intéressant, il faut toujours commencer, et c'est ce que vous venez de faire. Ce début permet aujourd'hui de se dire, si la sensibilisation n'est pas aussi active, elle s'est enclenchée et elle va aboutir. Mais laissez-moi vous dire ceci, rapidement. La décentralisation, quoi qu'on dise, n'est pas une fin en soi. Monsieur Irénée, j'espère qu'on aura votre disponibilité quand on aura besoin de vous. Nous sommes toujours là si la patrie nous le demande. Merci beaucoup Irénée Nissao Napo, expert en ingénierie de développement local. On va marquer une pause et on revient après pour Regard Croisé.